psychologue, psychothérapeute, professeur des universités en psychologie clinique et psychologie de la santé à l'Université de Lorraine. Précisons également que vous avez créé et vous dirigez le centre Pierre Janet sur l'île du Saulcy, premier centre universitaire de psychothérapie en France. Et vous avez également créé une nouvelle revue scientifique, European Journal of Trauma and Dissociation. Votre conférence, votre intervention, au-delà de l'adaptation, la survie. Merci. Merci de m'avoir invité. Je ne suis pas un spécialiste de la torture, donc, mais je crois que ma discipline a des choses à dire et je me sens très en phase avec ce qui vient d'être dit précédemment parce que je trouve dans les raisons qui me font dire que ma discipline a des choses à dire, au fond, ce qui fut mon engagement quand j'étais adolescent, puisque j'étais habité et bouleversé par un double questionnement. D'abord, comment est-ce qu'on tient le coup dans l'épreuve des camps de concentration et c'est une question qui m'a porté jusqu'aujourd'hui. Et l'autre question était de savoir comment est-ce qu'on devient tortionnaire. Cette question, je l'ai abandonnée parce que je me suis focalisé sur la problématique des victimes, mais vous avez tous en tête, et je reprendrai la métaphore de l'épaisseur de la feuille de papier entre le tortionnaire et celui qui ne l'est pas. Cette feuille de papier, elle vaut 5 $. Puisque 5 $, c'était le prix que Stanley Milgram donnait à ses participants à son expérience. Rappelez-vous de l'expérience de Milgram. On invitait des gens, vous et moi, à venir participer à une expérience dite sur l'apprentissage. Et à chaque fois que le compère de l'expérimentateur faisait une erreur, le sujet, qui pensait participer à une expérience de pédagogie, devait donner une décharge électrique de 5 volts qui allait de 5 en 5, de 5 à 450 volts. 5, 10, 15, 20. Et pour engager les gens à participer à l'expérience, on leur donnait 5 $. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'expérience parce que ce n'est pas mon propos, mais 80% des gens sont allés jusqu'à 450 volts. Et des gens comme vous et moi. Donc, ça montre effectivement la valeur de cette feuille de papier. Donc, je vais aller sur un autre aspect qui, lui, m'habite, qui est celui de la victime. Puisque j'ai consacré ma vie à la problématique des victimes, à la compréhension du trauma et surtout au développement de nouvelles formes de psychothérapie avec des réponses et des résultats de la recherche qui sont effectivement très importants aujourd'hui. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'une question qui est au cœur de la question de la torture, qui est au cœur de l'interrogation que le jeune garçon de 13 ans se posait, à savoir comment on tient, celui qui découvrait à l'époque Primo Levi, eh bien, c'est la question de l'adaptation et la question de la survie. Alors, diapo suivante. Voilà, diapo suivante, si vous voulez bien. Donc, on pourrait, mais je ne le ferai pas non plus, développer les conséquences psychologiques de la torture. Les conséquences psychologiques de la torture, on les connaît bien. Sur le plan de la psychopathologie, elles pourraient se décliner sous des formes qui mériteraient d'être développées, mais qui sont ce qu'on appelle le trauma simple ou le trouble de stress post-traumatique. Chacun d'entre vous, sans être spécialiste du trouble, sait de quoi il retourne. Vous avez tous vu les séries des années 80, vous avez tous vu Rambo, et vous voyez Rambo parfois qui repense au Vietnam. Eh bien, ce sont ces flashs intrusifs, ces idées intrusives, tout un ensemble de manifestations de troubles anxieux qui, au fond, ont impacté le cerveau et qui l'impactent à vie si rien n'est fait. D'une certaine manière, on reste toujours dans la temporalité du trauma, même des années après.
Et le trauma de la torture, ce qu'on y fait, ce qu'on subit, effectivement, laisse des empreintes qui, effectivement, signent sur le plan cérébral et sur le plan psychologique, effectivement, des formes psychopathologiques très spécifiques qu'on connaît bien et sur lesquelles on pourrait largement développer. Mais pas seulement. Si c'était que ça, à la limite, on saurait presque bien le traiter aujourd'hui. Mais ce sont aussi effectivement d'autres symptômes, des troubles anxieux, des symptômes phobiques, des formes dépressives, des états dissociés qui mériteraient là de passer beaucoup plus de temps parce que les troubles dissociatifs aujourd'hui se développent massivement. C'est quoi la dissociation? C'est très simple, on peut en parler très simplement même si ce sont des processus très complexes. Dans le champ du psychotrauma, la dissociation c'est qu'à un moment donné, je suis plus là, je suis comme happé par l'événement traumatique. C'est comme si, dans ce présent, là, vous et moi, je suis pas en insécurité, je suis sécurisé de venir vous raconter des choses. Eh bien, la dissociation, c'est qu'en étant dans le présent ici avec vous, normalement en sécurité, eh bien, je me trouve habité, saisi par une terreur qui n'a rien à voir avec la contingence de la réalité. Elle a à voir avec quelque chose qui se connecte à un événement passé, à un événement traumatique et qui me fait revivre dans le présent quelque chose qui est une signature du passé et ces états dissociés font que les gens, imaginez, j'ai vécu la terreur, j'ai vécu la peur, j'ai vécu le sentiment que j'allais mourir, l'insécurité, imaginez ce qui se passerait si cette situation-là activait chez moi ces mêmes manifestations. Mais je peux avoir des comportements complètement irrationnels ici, puisque je n'ai pas le sentiment d'être ici, puisque j'ai le sentiment d'être connecté à un passé qui est dans ma tête encore présent. Ces états dissociés qui sont encore mal connus. On évoquait tout à l'heure une des revues que j'ai créées sur le plan international qui a pour objet le trauma et la dissociation, parce qu'aujourd'hui, ce sont des éléments extrêmement importants pour comprendre comment, effectivement, il y a quelque chose de la personnalité qui est brisé, qui est dissocié. Le terme dissocié, associé, dissocié, qui est coupé. Et puis également d'autres manifestations qui sont les abus de substances, parce que aujourd'hui on considère que les addictions sont des effets associés au trauma. Des effets secondaires du trauma, ce qu'on appelle dans le langage médical des comorbidités. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte que c'est pas du tout une comorbidité, que c'est une expression manifeste du syndrome traumatique, d'accord? Et que quel meilleur anxiolytique que l'alcool? C'est anesthésie. Je veux dire, et ça fait disparaître effectivement ces angoisses. Sauf que ça a des conséquences effectivement qui sont terribles. Donc moi je vous parlerai pas de ça, mais vous voyez, je vous en ai quand même un petit peu parlé. Donc si on peut passer à la diapo suivante, je vais vous parler d'une problématique qui au fond est au cœur de mes préoccupations, au cœur de mes travaux. L'autre diapo, merci, qui est l'adaptation. Le but de la torture n'est pas la mort, à vrai dire. Au fond, le but de la torture, c'est de créer de la souffrance. C'est de créer une précarité absolue. C'est d'instaurer une forme de terreur. On verra ce que ça implique, parce qu'on n'est pas préparé à ça, psychologiquement. Et d'une certaine manière, on l'évoquait tout à l'heure, ça génère aussi une forme de jouissance. Il y a une forme de jouissance dans la toute-puissance sur le contrôle que l'on peut avoir sur l'autre réduit à une situation d'esclavage. Et d'une certaine manière, la torture, c'est aussi ce mécanisme qui consiste à suspendre jusqu'au dernier moment la sentence. D'une certaine manière, il y a une forme d'aliénation et le temps devient fou, puisque tout peut arriver à chaque instant. D'une certaine manière, tout instant devient torture, puisque chaque instant qui passe me rapproche de l'inévitable. Donc ça met dans un rapport psychologique très particulier ceux qui en sont victimes. Diapo suivante. Ça vient toucher à des dimensions qui vont bien au-delà de ce que j'évoquais tout à l'heure.
quand je parlais du trauma. C'est presque même pas comparable. Réduire d'ailleurs la question de la torture à la question du trauma est presque une erreur éthique, une erreur théorique, parce que c'est bien plus compliqué que ça. Nous sommes confrontés à la perte de ce qui nous caractérise les uns et les autres, qui font notre statut d'humain, c'est-à-dire un sentiment de sécurité, un sentiment de protection, qui fait que nous pouvons nous déployer comme êtres humains en toute sécurité. Ça vient toucher à nos attachements qui sont constitutifs de notre développement. Ça vient toucher à quelque chose sur lequel je reviendrai, qui est la question du sens de la vie, du sens de l'humanité. Ça vient interroger la question de notre propre valeur. Ça vient interroger notre identité. C'est ça qui est mis à mal et qui est mis en pièces par la torture. Et puis, ça vient toucher à la croyance que l'on a tous ici, à savoir que les liens entre les hommes, ça a du sens. Ça vaut quelque chose. Mais quand un tortionnaire vous torture, mais ça vient questionner toutes les valeurs sur lesquelles on s'est constitué en tant qu'être humain. Et de ce point de vue, c'est pas anodin. Diapo suivante. On peut considérer la torture comme une... Non, vous êtes allé trop loin sur la diapo, il faut remonter. On peut considérer la torture comme une situation extrême. Il faudrait agiter la diapo parce qu'il y a quelque chose de plus. Non, remontez. Après. Non, mais c'est pas grave. Comme une situation extrême. Et là, je vais lire un auteur que j'aime beaucoup. Je suis absolument pas psychanalyste, mais c'était un psychanalyste qui a connu les camps. C'est Bettelheim. Et voilà ce qu'il écrit. Il écrit « Nous nous trouvons dans une situation extrême quand nous sommes soudain catapultés dans un ensemble de conditions de vie où nos valeurs et nos mécanismes d'adaptation anciens ne fonctionnent plus et que certains d'entre eux mettent en danger la vie qu'ils étaient censés protéger. Nous sommes alors, pour ainsi dire, dépouillés de notre système défensif et nous touchons le fond. Nous devons nous forger un ensemble d'attitudes, de valeurs et de façons de vivre selon ce qu'exige la nouvelle situation. En fait, les situations extrêmes, ce sont des situations qui vont plonger les personnes ordinaires que nous sommes dans des conditions qui sont radicalement différentes de ce qu'elles sont été, de ce qu'est la vie. Puisque, diapo suivante, puisque d'une certaine manière, nous sommes confrontés alors à une réalité qui était jusque-là impensable. Et qu'est-ce qui est impensable? Mais au fond, c'est notre rapport à la mort qui est impensable. La question de la mort, c'est un objet qu'on ne sait pas penser. On n'a pas on peut convoquer la religion, on peut convoquer la spiritualité, on peut convoquer plein de représentations, mais la question de la mort, c'est une espèce de vide intellectuel. Et dans la torture, on est confronté brutalement, mais à cette dimension de l'impensable, à cette dimension où effectivement rien ne peut être anticipé. On est confronté brutalement à quelque chose, effectivement, diapo suivante, qui nous met face à une fracture psychologique, diapo suivante, qui est une fracture dans l'expérience de vivre. C'est un peu décalé, c'est pas grave. Premier niveau de fracture, c'est une fracture dans la temporalité. D'une certaine manière, on est confronté avec la torture dans une temporalité où chaque instant, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, devient torture. D'une certaine manière, on est confronté à une autre manière de vivre le temps. Le temps ordinaire est stoppé et notre temps, à ce moment-là, est compté. On prend alors soudainement conscience de notre fragilité. On prend conscience de quelque chose qui nous échappe tous dans notre vie quotidienne lorsque tout va bien, mais qui s'impose à nous dans des situations comme celle-là qui nous confrontent à la question du mourir. C'est au fond une expérience éprouvante qui est celle de notre propre finitude. Et de ce point de vue, c'est pas sans conséquence. On se rend compte
non pas seulement que nos jours sont comptés, mais que nos heures sont comptées et que peut-être nos minutes sont comptées. Et d'une certaine manière, cette antichambre de la mort auquel parfois on n'accède jamais, mais est vécue comme une étape extrêmement déstructurante pour les individus. Une fracture dans l'expérience de vivre qui implique également une fracture de l'identité. D'une certaine manière, on se trouve inévitablement dépouillé de toutes les coquilles protectrices qui constituent notre identité, qui assurent une certaine stabilité et qui, au fond, balisent notre chemin. Au fond, il y a quelque chose d'un prêt-à-porter psychosocial qui nous caractérise aussi chacun d'entre nous, qui vole en éclats. D'une certaine manière, l'identité est organisée autour d'un ensemble de valeurs et ces valeurs volent en éclats et elles explosent en vol. Quelque chose qui est également touché, c'est le corps, dont on parle trop peu. En détruisant l'image du corps, d'une certaine manière, puisque la torture passe par le corps le plus souvent, d'une certaine manière, on réduit la victime à une certaine animalité. La torture déploie sa logique à proprement parler de crime contre l'humanité. Et les dimensions physiques et psychiques de la torture sont indissociablement liées, tout simplement parce que le corps va devenir par la suite un indice de rappel du souvenir traumatique. Et de ce point de vue, effectivement, ça va contribuer à alimenter le trauma. J'évoquais la question des valeurs. Quand on est confronté à des situations comme celle-là, et comme le dit Bettelam, il faut réinventer quelque chose de notre rapport aux choses. Qu'est-ce qui nous a motivés toute la semaine pour nous lever, aller faire notre travail, rentrer dans notre foyer? Mais est-ce qu'on a des valeurs qui sont peut-être gagner de l'argent, avoir une belle maison pour sécuriser notre famille, avoir effectivement des amis, voilà, on a tout un ensemble de valeurs qui, d'un point de vue psychosocial, nous organisent dans notre rapport au monde. Croire en l'amitié, croire en la vie, sinon on fait plus de projets. Vous voyez, c'est sur ça les valeurs qui organisent au fond notre rapport à la vie. Mais si on reste avec ces valeurs-là comme moteur pour la survie, mais on meurt, puisque c'est complètement inadapté. Donc ça veut dire que le processus adaptatif fondamental, c'est celui de recomposer un nouveau système de valeurs et de trouver de nouvelles raisons de vivre. Mais alors, où aller trouver des raisons de vivre lorsqu'il n'y a plus de raisons de vivre? Lorsqu'on est confronté à la torture, à l'animalité, lorsqu'on est confronté à des situations auxquelles on n'était pas préparé. C'est tout l'enjeu d'une adaptation qui est une adaptation nouvelle. C'est pourquoi ces processus adaptatifs, ces mécanismes adaptatifs doivent être envisagés comme des expériences de passage, des espèces de sas qui nous amènent vers d'autres dimensions de nous-mêmes. D'une certaine manière, c'est véritablement un passage intérieur vers nous-mêmes qui nous oblige à refonder quelque chose de notre propre identité et à réinventer ce que vivre et tenir le coup, mais ce que vivre signifie désormais pour nous. C'est pourquoi les processus adaptatifs relèvent de mécanismes spécifiques qui relèvent de la survie. C'est-à-dire que on est là, la survie, c'est être capable d'inverser le cours du réel, c'est-à-dire de tenir le coup là où justement la réalité voudrait qu'on s'effondre. D'une certaine manière, c'est imprimer un nouveau sens à la réalité. C'est d'une certaine manière agir la survie, comme si on n'était pas condamné alors que le tortionnaire, lui, nous a condamnés. C'est également aller puiser, je disais tout à l'heure, de nouvelles raisons de vivre. Et alors, quand j'étais jeune chercheur, j'ai interrogé de vieux déportés et je leur ai dit, parce que le jeune adolescent était toujours avec ce questionnement-là, celui que j'étais, comment on fait pour tenir? Et j'ai un vieil homme qui m'a dit « Oh, monsieur Tarquinio, quand on n'a plus d'espoir, on a l'espérance.
Mais je dis, mais ça veut dire quoi, l'espérance? Et alors, j'ai compris quelque chose, que c'est l'idée de vivre pour vivre. C'est-à-dire que on survit lorsque l'on trouve dans le fait de vivre la motivation à vivre. Il n'y a pas besoin de solution extérieure, de raison extérieure. Le simple fait de se lever le matin est une raison pour poursuivre et pour continuer à se battre et à vivre. Eh bien, ces mécanismes-là relèvent de processus psychologiques qu'on ne trouve que dans les situations extrêmes, dont le processus de la torture est malheureusement un exemplaire. Et évidemment, c'est pas sans conséquence sur la psychologie de ceux qui s'en sortent. Et tout ça, évidemment, l'effet en fait des survivants. Mais qu'est-ce que c'est qu'un survivant? Mais un survivant, c'est celui qui a ce surplus de vie en plus, alors qu'il aurait dû mourir. Et quand on est un survivant, c'est pas si facile que ça. Et puis le survivant, c'est celui qui est au-dessus des vivants, celui qui se distinguera toujours de ceux qui sont comme vous et moi. En tout cas, moi, j'ai pas connu la torture, donc je peux dire que je suis un vivant. Mais quand on est un survivant, on a quelque chose, à cause de cette transition, à cause de ce processus de passage, qui nous fait et nous rend différents dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport aux autres et dans notre rapport au monde. Et parfois, ça peut être et ça peut poser de vrais problèmes, effectivement, pour une adaptation à une vie ordinaire. Et puis, je voudrais terminer simplement en disant que voilà, ma discipline apporte aujourd'hui des éléments de réponse de plus en plus opérationnels grâce à des nouvelles formes de psychothérapie qui permettent de tenir compte non seulement des aspects psychopathologiques que j'évoquais en préambule, mais qui vont bien au-delà, puisqu'ils viennent questionner une dimension existentielle telle que je l'évoquais jusqu'ici, et qui font que ces expériences-là sont des expériences spécifiques et qui méritent d'avoir un regard plus compliqué, plus complexe, plus élaboré que celui qu'on peut avoir, qui est un peu trop simpliste. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Cyril Tarquinio. Avant de passer au moment d'échange, je suis persuadé que vous avez des questions, des remarques à faire. Nous allons entendre plus